Compte tenu de ces débats, il est important que je puisse conclure en faisant assez rapide. D'abord en remerciant tous ceux qui sont intervenus, bien sûr, dans cette table ronde, dans la précédente, en remerciant aussi tous les militants qui sont exprimés et qui avaient envie de s'exprimer. Je pense que des moments de débat, on n'en a pas eu depuis longtemps et qu'il était temps qu'on se retrouve pour pouvoir discuter ensemble. Je voudrais aussi rappeler que le 16 juillet a été choisi et que c'est une date particulière puisque c'est celle de la rafle du Veldiv, il ne faut pas l'oublier. À un moment où l'élection présidentielle a rappelé malheureusement à certains l'idée que Pétain avait été quelqu'un qui avait fait beaucoup ou qui n'avait pas été si mauvais dans la lutte contre ce qui était à l'époque le nazisme. C'est faux. La rafle du Veldiv est une des plus grandes rafles à l'échelle européenne. Et elle a été organisée par l'État français, comme l'avait reconnu Jacques Chirac. Et je pense que nous tous ici, face au racisme et à l'antisémitisme, nous devons répéter constamment et toujours notre position fondamentale au racisme et à l'antisémitisme. Je voudrais, à partir de là, pas essayer de résumer, mais essayer de donner aussi un certain nombre d'éléments sur la situation. Jean-Christophe, tout à l'heure, disait, et ça c'est un fait majeur, que le grand gagnant de l'élection et de ce cycle électoral, au-delà de l'élection, d'un cycle électoral, c'est le Rassemblement national. D'abord, premier et deuxième tour de la présidentielle. Avec au deuxième tour de la présidentielle, on l'avait complètement oublié, et tu as bien fait de me le rappeler. Le soir, j'avais été surpris, que ça soit sur France 2 ou RTL, où le niveau du Rassemblement national était passé complètement à côté. Dans un débat qui tournait uniquement autour de savoir si, face à Macron, c'était Jean-Luc Mélenchon qui allait devenir Premier ministre. Ça m'avait frappé, je l'avais dit, mais c'était inaudible. Il a fallu le deuxième tour de l'élection législative pour qu'on se rende compte de ce qui s'était passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au-delà des questions, et je vais revenir de fond sur la société à laquelle nous sommes confrontés. Ce qui s'est passé, c'est d'abord, il faut bien l'avoir en tête, l'effondrement du Parti des Républicains, de la droite républicaine. L'échec de Valérie Pécresse, après celui de François Fillon, et avec les circonstances, nous sommes bien placés pour le savoir, qui étaient celles de 2017, l'échec de Valérie Pécresse, c'est la deuxième fois de la non-présence de la droite républicaine au deuxième tour, alors que, à la fin de l'année 2021, après la primaire de la droite, elle était en capacité de l'emporter. C'est en tout cas ce que disaient les sondages. C'est vous dire d'ailleurs comment tout ça a énormément bougé. Et cet échec de la droite républicaine, il s'est traduit dans les élections législatives. Parce que c'est ça le sujet. C'est que pour la première fois, la digue qui avait été fixée par Chirac et suivie ensuite par Sarkozy, sur l'étanchéité qu'il devait y avoir entre la droite républicaine et l'extrême droite, a été battue en brèche par l'électorat de droite, de manière très claire. Et si je regarde un département comme la Sarthe, ancien département extrêmement puissant pour la droite républicaine, avec, à l'époque, et elle n'est pas si lointaine, François Fillon, Premier ministre, président du département, président de la région, cette droite qui, après 2002, est ce qui a choqué tout le monde à l'époque, que Jean-Marie Le Pen soit au deuxième tour, choque plus personne d'ailleurs quand Marine Le Pen est 2 fois au deuxième tour. Et qu'à cette époque-là, au moment des législatives, je vous le dis, je suis bien placé pour le savoir, François Fillon faisait disparaître l'électorat et en tout cas le vote Front National parce qu'il récupérait l'ensemble du vote de droite. Donc la question aujourd'hui qui nous est posée par rapport à l'enjeu politique, je parle, c'est que cette disparition de la droite, cet affaiblissement de la droite, c'est l'élément structurant de ce qui fait l'émergence du Rassemblement national dans un scrutin majoritaire à 2 tours. Et je pense, au vu de ce que je vois, que ce qui s'est passé cette fois-ci, et c'est pour ça que tu avais raison de le rappeler, se reproduira la prochaine fois. Et que la normalisation, la respectabilisation qu'a affiché Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, c'est qu'elle a parfaitement compris qu'elle a pris une place et qu'il faut qu'elle la garde. Le leadership de la droite en France a été pris par l'extrême droite. C'est ça qu'il faut qu'on se mette en tête. Et c'est ça l'élément du contexte politique dans lequel on est. Et c'est pourquoi, pour revenir ensuite à la gauche,
Si face à cette montée, cette structuration de la droite au travers de l'extrême droite, il y aurait une structuration de la gauche au travers de l'extrême gauche. C'est ça la question qui est posée. C'est pas une question de savoir s'il faut s'unir ou s'allier. C'est pas la question de savoir s'il faut préférer la division à l'union. Au contraire, nous sommes pour l'union. Mais à quelles conditions avons-nous l'union? Sur quel programme portons-nous l'union? Et pas simplement pour se dire que la social-démocratie a encore des belles choses à dire et des belles choses à faire. Pas simplement pour dire que nous serions, en tant que socialistes, avec un patrimoine et une histoire qui méritent que les électeurs et les Français la regardent autrement que ce qu'ils ont pu faire depuis quelques années. Non! Parce que c'est l'idée qu'on porte pour la France. C'est l'idée qu'on porte pour la France dans l'Europe. Et c'est l'idée qu'on porte pour la France dans l'Europe et dans le monde. C'est ça la question. Et au-delà de cette droite qui s'est extrémisée, avec cette gauche qui elle-même est tentée par aussi cette radicalité, quelquefois parfaitement assumée par un certain nombre de leaders, comme Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui, au sein des Verts, a marqué là aussi la divergence, la fracture qu'il y a entre une écologie réformiste qui était incarnée par Yannick Jadot et cette radicalité qu'elle assume d'ailleurs totalement et justement incarnée par Sandrine Rousseau. Ce qui veut dire que dans l'écologie aussi, la question et la fracture sur le débat entre radicalité et réformisme est posée. On pourrait considérer que c'est un problème. Il faut au contraire le prendre comme une opportunité dans la réflexion qui est la nôtre aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable de rassembler. Il faut qu'on soit capable d'unir. Mais il faut qu'on soit capable de le faire, je l'ai dit, sur un projet et sur une ligne stratégique qui rassemble à la fois les réformistes et les écologistes, bien entendu, les républicains, on l'a dit, parce que l'attachement à la République, l'attachement à la laïcité, l'attachement à cette capacité qu'on aura tous les uns et les autres à vivre ensemble, ça fait partie d'un sujet majeur qui est souvent remis en cause, et j'y reviendrai. Républicains, socialistes, écologistes et réformistes, et européens, parce que le débat, il est là aussi. S'il y a quelque chose à redécouvrir, à réinventer, c'est l'internationalisme. On l'a oublié. Je regarde Laurent, je regarde Jean-Christophe, je regarde tous ceux qui, en 1999, étaient au congrès de l'Internationale socialiste à Paris. En 1999. On a l'impression que c'est une éternité. D'ailleurs, à l'époque, Premier ministre du Portugal, c'est aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU. À l'époque, il y avait toute la planète, jusqu'à Ehud Barak et Yasser Arafat, réunis dans la même internationale. C'est vous dire ce qu'on a perdu. C'est vous dire ce qu'on a abandonné. C'est vous dire à quoi on a renoncé et qu'il faut reconquérir sur les bases, Thierry, tu le disais, de repenser l'internationalisme avec des grands objectifs. Je les ai parfaitement entendus, que ça soit la souveraineté responsable ou la responsabilité de chaque souveraineté à l'échelle de la planète, que ça soit les grandes questions des biens publics, qu'est-ce qu'on doit partager? Parce que exclure certains du monde et de l'humanité, ça se retournera contre nous. Et c'est là que la solidarité ou le socialisme ou la social-démocratie, dans son acceptation globale, et le socialisme et le progrès, étaient internationalistes. Nous sommes donc internationalistes et européens, premier grand principe que nous devons poser politiquement. Et c'est d'autant plus vrai que par rapport aux enjeux, ils ont été évoqués, en particulier sur la question du réchauffement climatique, de la question de la biodiversité, de la question de la protection de la planète dans sa globalité. Il ne peut pas y avoir de réponse nationale. Il ne peut pas y avoir de souveraineté qui réglerait ce problème. C'est faire une erreur. C'est même emmener nos concitoyens, une partie du monde entier, sur le mauvais chemin. Et dans le débat qui nous a intéressés aujourd'hui en France, qui nous intéresse à l'échelle européenne, cette question du souverainisme qui a été posée, rabâchée, avec à l'origine Jean-Pierre Chevènement et le souverainisme de gauche. Aujourd'hui, il faut qu'on dépasse cette idée. Il faut qu'on dise qu'on n'est plus d'accord avec cette idée. Il faut que pour la jeunesse, on retrouve l'engagement international. Et on ne peut pas être internationaliste sans être européen. Parce qu'il y aurait une contradiction fondamentale.
Et c'est là que par rapport à la NUPES et à la France insoumise, que des questions de fond se posent, que des questions stratégiques se posent, que des questions de programme, de projet se posent. Si on accepte l'idée de continuer à être les hommes et les femmes du progrès, quelles sont les deux équations de base du progrès d'aujourd'hui? C'est d'arriver à réussir la transition énergétique en même temps de continuer à promouvoir le progrès social. C'est ça, le progrès d'aujourd'hui. C'est ces deux conditions qu'il faut arriver à réunir et qui ne sont pas forcément, et souvent d'ailleurs, elles sont souvent contradictoires. En particulier dans les débats sur l'écologie punitive ou l'écologie comportementale ou la culpabilisation, la responsabilisation des individus. Et c'est dans ce débat que le projet de la France insoumise pose un problème majeur. Affirmer que la question qui est posée, c'est de pouvoir dépenser 250 milliards d'euros par an, sans aucun périmètre, sans aucun objectif, sans aucune priorité. Ça a été rappelé. En disant, de toute façon, si on ne l'accepte pas au niveau européen, parce que c'est la Banque centrale qui devra récupérer la totalité de la dette, la France est tellement importante dans le système européen que si ce n'est pas accepté, il y aura une crise énorme. Une de plus. Décidée, choisie, alors que nous sommes en guerre à nos portes, à nos frontières, alors que nous avons des difficultés majeures avec le réchauffement climatique. Nous allons construire un projet politique de gauche qui consisterait à postuler comme base la crise à l'échelle européenne. Comment peut-on avoir un tel projet? Eh bien, moi, je vous le dis, s'il y a une divergence de fond, elle est déjà sur cette question de la désobéissance européenne. Et ça veut dire d'ailleurs, au fond, que le rendez-vous des européennes va être un rendez-vous de vérité. Va être un rendez-vous de vérité. Parce que si je reviens au raisonnement de tout à l'heure avec l'internationalisme et la question européenne, l'Europe, c'est le cœur battant d'une partie de la solution pour la transition énergétique. Et que les Verts se soient fourvoyés, comme le disait Yves tout à l'heure, en disant on va désobéir, mais dans le cadre légal, c'est vous dire qu'ils étaient quand même sacrément embêtés. Parce que sans l'Europe, il n'y a pas de politique environnementale aujourd'hui, ni en France, ni ailleurs. C'est ça l'enjeu. Et cette question est au cœur du débat politique qui nous différencie, qui nous met dans cette situation de réfléchir à imaginer une autre gauche. Quand je disais tout à l'heure que l'Europe et l'internationalisme sont les questions de fond, je le disais aussi que, dans le même temps, la question sociale, pour les socialistes que nous sommes aujourd'hui, devra être aussi revisitée. Les grandes questions qui ont été posées par le socialisme dans le XXe siècle et le début du XXIe siècle, c'était produire, fiscaliser, redistribuer. C'est ça. Et aujourd'hui, avec la question écologique, produire, question posée, productivisme, production, fiscalité, question extrêmement importante, je vais y revenir, et redistribution. Sur la production, il faut accepter à la fois l'économie de marché et la capacité à avoir des politiques publiques et privées qui soient stimulantes et innovantes. C'est pour ça que Timothée, avec l'exemple qu'il représente, d'un jeune qui a pris ses risques, mais qui a pris une conscience, la part de la conscience, pour essayer de construire un projet privé, mais qui corresponde à des objectifs de politique publique. Cette innovation, cette stimulation de l'innovation, cette stimulation de la recherche, comme le disait Fabienne tout à l'heure, c'est un enjeu essentiel qui nous différencie d'ailleurs de la seule logique de la planification. Parce que le retour au centralisme planificateur pour régler la transition énergétique, c'est la deuxième grande différence fondamentale, je le pense aujourd'hui, avec le programme de la NUPES, c'est que nous sommes décentralisateurs, parce que nous voulons assurer la transition énergétique à l'échelle globale, mais qu'on sait que c'est l'expérimentation, que c'est la stimulation des innovations, qui vont se produire à toutes les échelles, qui seront au bout du compte la capacité qu'on aura à résoudre la décarbonation de nos économies. C'est ça aussi la grande différence. Et par rapport à la planification, nous préférons, deuxième grand principe, la décentralisation. Dans le domaine de l'énergie en particulier, dans le domaine de la santé, c'est déjà commencé. Dans le domaine de la mobilité, il y a eu des avancées. Mais cet acte 3 de la décentralisation doit être le cœur de notre projet aussi à l'échelle nationale et d'ailleurs à l'échelle européenne, puisque
décentraliser et avoir une politique nationale dans le cadre européen, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe est en capacité de financer les investissements dont nous avons besoin. Parce que là, l'Europe a un rôle éminent à jouer. Et la Banque centrale, on devrait, avec l'Europe, se concentrer à la fois sur des grands enjeux, bien sûr, de santé, de recherche, d'éducation avec Erasmus, mais aussi d'investissement dans la transition énergétique. Il ne pourra pas y avoir de réussite au bout du chemin s'il n'y a pas un pôle européen capable d'investir massivement dans les nouvelles technologies, dans les grandes innovations, dans les grandes restructurations des infrastructures de notre modèle de développement et de notre modèle énergétique. Et la France en a plus besoin que d'autres. C'est là que je voudrais attirer votre attention. Avec ce vote dans le milieu rural qui a été très clairement identifié, vote de défiance, vote de colère, vote de ceux qui ont envie d'exister et qui le disent, on nous oublie. Moi, j'ai été élu à 23 ans dans un village de 256 habitants. Je sais ce que c'était que le monde rural des années 70-80, que ce soit en Bretagne, que ce soit dans la Sarthe. C'était une structure sociale, avec des personnages qu'on a complètement oubliés. Alors en Bretagne, encore plus que dans la Sarthe, mais enfin quand même, il y avait le curé, il y avait le médecin, il y avait les gendarmes qui passaient, il y avait souvent une permanence de la poste, il y avait l'épicerie, il y en avait même 2 à Londres pour 256 habitants. Et ceux qui vivaient là avaient le sentiment d'appartenance à un territoire, à une commune. Le vrai sujet de la France, des années 70, 80, 90, 2000, c'est qu'elle s'est engagée dans la construction avec les lotissements de toute une structure d'habitation, et d'ailleurs dans les quartiers aussi, complètement déstructurante du lien social. Alors on a beau dire, après, on n'a plus de service public. Non, c'est la construction même, c'est l'imagination même, c'est le projet lui-même qui pose problème. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en plus, on a un pays qui est assez vaste en Europe. Alors dans le monde, par rapport à des grands pays, nous ne sommes pas les plus grandes surfaces nationales, bien entendu, que ce soit par rapport aux États-Unis, au Canada. Mais au sein de l'Europe, regardez ce qui se passe en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark. Comment ces pays qui ont des fortes densités, avec une extrême métropolisation de ces densités, mais des proximités très fortes, arrivent à mieux aujourd'hui gérer une crise. Je regarde ce qui s'est passé en Allemagne. Alors peut-être que c'est dû au fédéralisme, peut-être que c'est dû au fait que c'est une fédération avec un système parlementaire, alors que nous sommes passés à un système présidentiel qui fait que tout est possible, toutes les aventures individuelles sont possibles, que ça soit celle de la construction d'un nouveau parti avec En Marche il y a 5 ans, que ça soit un polémiste d'extrême droite qui arrive et qui, à la fin de l'année dernière, était pratiquement en possibilité d'être au 2e tour, racontant toutes les horreurs que j'évoquais tout à l'heure. Que ça soit un accord électoral qui s'est construit sans aucune cohérence politique, tout ça c'est la présidentielle. Et ça pose un problème, c'est aussi le 3e principe, il faudra changer une partie du système institutionnel, l'inversion du calendrier plus le quinquennat. Aujourd'hui, on est arrivé au bout du processus. Ce que je disais tout à l'heure sur cette France qui s'est périurbanisée, périruralisé, pose aujourd'hui les gros problèmes de la mobilité et du sentiment de l'inexistence. Parce que on regarde, et je le vois même dans la métropole du Mans, ces communes où le lotissement est à côté de l'ancien bourg, où et je l'ai vécu moi-même dans mon propre village, entre le premier lotissement et le 2e, ceux qui travaillent au Mans et qui viennent à Lognes pour habiter, eh bien c'est 2 voitures. C'est des constructions qui sont avec des emprunts qu'il faut rembourser. Quand vous avez 2 salaires et 2 emplois, tout va bien. Il suffit qu'il y en ait un qui ait un problème et vous rentrez dans ce que j'appelle l'insécurité chronique. C'est-à-dire ce doute et ce sentiment d'inexistence. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Et c'est pour ça que la décentralisation. Et c'est pour ça que surtout qu'il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le panneau qui nous est tendu par une partie de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui, les métropoles contre le rural. Parce que alors là, ça serait la pire des choses. C'est pas ça le sujet, c'est comment on organise la proximité, la facilité de la mobilité, alors qu'aujourd'hui, elle s'est totalement distendue. Et c'est vrai que quand vous habitez dans une métropole, avec des transports collectifs, avec tout ce qui peut permettre des mobilités douces, ça fait une grosse différence
avec ceux qui sont obligés de prendre leur voiture et faire 30, 40, 50 km. Et dans les quartiers, c'est la même chose. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans ce débat sur l'organisation territoriale, c'est aussi un élément par rapport au vote du Rassemblement national. Au Mans, le vote du Rassemblement national a été contenu, mais il s'est concentré dans des quartiers très spécifiques. L'ancien quartier des Cheminots et l'ancien quartier de chez Renault. Et je me suis dit, et c'était quelque chose de flagrant, je l'ai déjà dit après les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fond? C'est que la responsabilité sociale de ces grandes entreprises structurantes dans les années 70-80, et ça vaut d'ailleurs pour les mines, dans les grands, ou la sidérurgie, c'était, comment dirais-je, une sécurité qui était donnée. Vous aviez un emploi à la SNCF, vos enfants marchaient à l'école, partaient faire autre chose, ça ne marchait pas, de toute façon tu rentrais à la SNCF. La SNCF, c'était le club de foot, de hand, c'était le CE, juste à côté, de la même manière pour chez Renault. Tout ça, c'était extrêmement encadrant dans la vie quotidienne des gens. La responsabilité sociale des entreprises a été totalement perdue. Il faut qu'on soit capable de réinventer des nouvelles lois Auroux qui engagent de manière collective et territoriale une part de la responsabilité des entreprises qu'elles doivent assumer pour assurer la cohésion qu'il y avait avant et qu'on n'a plus aujourd'hui. Tout ne peut pas relever uniquement du service public. Tout ne pourra pas relever uniquement des collectivités locales. Je le dis de manière très franche parce que je le pense profondément au vu de ce qui s'est passé. C'est la même manière pour les grandes questions économiques. Je parlais de l'innovation, un enjeu colossal, avec un crédit d'impôt qui profite d'abord aux plus grandes entreprises et pas assez aux PME. Il faut qu'on soit capable de réorganiser le crédit d'impôt pour que se diffuse l'innovation et que l'efficacité énergétique et la diminution de la consommation dans la production des énergies fossiles soit la priorité qui soit donnée à toutes les entreprises du territoire. Parce que c'est ça la question qui est posée aussi. On ne peut pas gérer ça par bout. Et Timothée le disait. Moi, j'ai encore en tête un jury, il n'y a pas très longtemps, où un grand projet à 50 millions d'euros avait, sur 4 propositions de projet, 2 projets qui n'intégraient pas la question énergétique. Et pourtant, avec des cabinets d'architectes, c'était un concours européen qui n'intégrait pas la question énergétique. Alors, pour revenir au calcul du professeur Pribetich, je lui dirais qu'aujourd'hui, la métropole du Mans, c'est 4600 gigawattheures par an de consommation énergétique globale, et qu'il faut qu'on réduise notre consommation pour faire moins 13%. J'ai écouté un tout petit peu ce qui a été dit, on ira plus loin d'ici 2030, pour descendre à 4000 gigawattheures par an. Dans chaque projet, la question énergétique doit être une priorité. C'est pour ça que la décentralisation et le fait d'aider les collectivités avec l'Europe et un plan et un contrat de transition énergétique entre les grandes collectivités et l'État, c'est le cœur du débat, avec les mobilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que je pense maintenant, c'est que dans ce débat sur la nouvelle gauche qu'on doit inventer, je l'ai dit, production d'un côté, c'est l'innovation, c'est la stimulation de l'efficacité énergétique. Fiscalité, oui, bien sûr, il faut qu'on en reparle. Il faut la regarder, cette fiscalité, avec ce qui a été écrit dans les cahiers de doléances qu'évoquait Didier Lebret. C'est sûr que les gens ont l'impression qu'ils payent pour les autres. D'ailleurs, les ronds-points, c'était assez simple. C'est pourquoi nous, on nous demande de payer une taxe carbone quand tout le monde va prendre l'avion et paye rien. Imparable. Et c'est pour ça que je m'étais toujours opposé à la taxe carbone en tant que nouvelle fiscalité pour financer d'autres dépenses. Parce que je me souviens d'un débat entre Ségolène Royal et Cohn-Bendit un soir, où Cohn-Bendit lui dit « il faut mettre une taxe carbone ». Elle lui dit « pourquoi vous voulez taxer les Français ?» C'est punitif, c'est là qu'elle a inventé cette formule de l'écologie punitive. Elle dit aussi, parce que comme ça on va pouvoir redistribuer. Puis alors, question candide, mais pourquoi vous voulez taxer pour redistribuer après? Vous n'avez pas besoin de taxer, comme ça on pourra toujours aussi redistribuer. Et c'était évidemment imparable. Donc la fiscalité écologique, ça doit être un objectif précis, assurer la compétitivité des énergies renouvelables, mais pas devenir une recette fiscale qui se substituerait à d'autres. Nous l'avons nous-mêmes fait avec la contribution énergie. Je pense qu'il faut arrêter. Et d'ailleurs, la vraie question qui a été posée tout à l'heure, et ça peut être une proposition, c'est que venir comme le fait le gouvernement sur la taxe carbone aux frontières, c'est encore pour ceux, et je le dis par avance, qui payent
justement avec les taxes plus la TVA, c'est encore pénaliser ceux qui consomment. En fait, ça permet d'oublier un élément d'une taxe qui est pourtant bien plus importante pour orienter l'investissement dans la transition énergétique. C'est la taxe sur les flux financiers. Et on n'était pas si loin que ça, en 2015, d'une première taxe sur les flux financiers. Et c'est cette taxe sur les flux financiers. Comment on peut accepter que des flux et des milliards d'euros puissent passer d'une main à l'autre sans aucune taxe aujourd'hui? Et que le débat a été déporté sur la taxe carbone aux frontières, laissant penser d'ailleurs que les autres seraient responsables et que nous serions vertueux. Je ne vais pas revenir sur ce que disait Thierry Soré tout à l'heure, ou Fabienne, mais comment on va aller expliquer aux autres qu'ils n'ont pas le droit de se développer, que nous, on va leur envoyer nos déchets, mais qu'en plus, on va leur faire payer une partie d'une taxe parce qu'ils n'auraient pas les mêmes conditions de production que les nôtres. Ça, c'est un sujet. Plutôt que la taxe carbone, il faut mieux aller vers la taxe sur les flux financiers. Et de la même manière, ça se traduit par ISF et surtout retour à l'équilibre de la fiscalité entre le travail et le capital, qui a été rompu avec le prélèvement forfaitaire unique qui a été mis en place par Emmanuel Macron. Moi, ce que je pense maintenant, c'est que politiquement, par rapport à ces enjeux, par rapport à ces principes, on me pose la question, mais y a-t-il un espace entre la NUPES et puis aujourd'hui la droite et Emmanuel Macron? Ce que je vais vous dire est assez simple. Un, le cycle du macronisme est arrivé déjà à un essoufflement assez net. La majorité relative qui a été obtenue difficilement est la preuve qu'il n'y a pas de souffle. Le vent du progrès ne souffle pas dans les voiles du macronisme aujourd'hui. Que Emmanuel Macron va entamer son dernier mandat. Et que l'axe stratégique sur lequel nous devons travailler, et c'est pourquoi la question européenne est très importante, c'est de récupérer une partie de l'électorat de gauche européen et solidaire qui existe, qui est parti chez Emmanuel Macron, ou plus souvent d'ailleurs aussi dans l'abstention, vrai sujet de l'abstention et du vote blanc, qui aujourd'hui a représenté plus de 4 millions de voix, le vote blanc, dans les élections législatives. 4 millions de voix. Jamais on n'avait vu un vote aussi élevé. C'est bien la preuve que l'offre politique qui était à la disposition de nos concitoyens ne convenait pas. À nous de créer les conditions d'une nouvelle offre politique, d'une nouvelle gauche capable de répondre aux grands enjeux et aux grandes aspirations de nos concitoyens. Et c'est ça l'enjeu, d'arriver à la fois à récupérer cette gauche européenne qui existe et qui est là, et qui a envie de peser, qui a envie de débattre, internationaliste comme on l'a dit, avec une politique qui retrouve les couches insécurisées et populaires que nous avons perdues, et qui, contrairement à ce que j'ai lu, ne sont pas chez Jean-Luc Mélenchon, ne sont pas à la NUPES, hein. Elles sont au Rassemblement national, que ça soit dans nos quartiers, dans les quartiers, ou que ça soit, bien sûr, dans le monde rural. C'est ça la mission qui est la nôtre. On a débuté ici à Arnage, d'autres initiatives seront prises, et en tout cas, moi, j'y participerai à chaque fois que l'on m'invitera. Je sais que Jean-Christophe, que Bernard Cazeneuve, que Carole Delga ont des initiatives qui sont en préparation. Nous avons intérêt, en ayant commencé à discuter ensemble, en ayant commencé à poser un certain nombre de principes, à poursuivre ce travail. Parce que dans le débat qui s'ouvre, il va y avoir des opportunités, contrairement à ce qui est dit. Et la question du Parti socialiste et de sa direction étant un sujet en soi, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on s'adresse d'abord aux Français, aux Françaises. Car le vent du progrès, c'est celui qui souffle dans les voiles. Et pour faire avancer un bateau, il faut beaucoup de vent. Donc, à nous de souffler le plus fort possible. Merci.